Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Au sommaire ce jeudi, l'opposition ivoirienne qui hausse le ton à quelques heures des élections sénatoriales. Un appel à manifester a été lancé ce jeudi pour exiger une réforme de la commission électorale. Au sommaire également, la visite dès ce jeudi du président camerounais Paul Biya en Chine. Quels en sont les enjeux? Eh bien, nous en parlerons au cours de cette émission. Et puis, direction le Togo, où s'est tenu un festival visant à valoriser les femmes cinéastes. Des courts-métrages écrits, produits et réalisés par ces dernières ont été dévoilés au grand public. Avec nous sur ce plateau pour en parler, deux invités. Monsieur Kabinet Fofana, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Avec nous également monsieur Brice Nzamba, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes avocat. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Sans oublier notre éditorialiste Alfred Chango. Bonsoir Alfred. Merci Graziella, c'est un ravissement de vous retrouver autour de ce plateau et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. C'est normal. Les électeurs ivoiriens sont appelés aux urnes ce 24 mars 2018 pour les élections sénatoriales. Un scrutin boycotté par l'opposition qui exige une réforme de la commission électorale indépendante en charge de l'organisation. On fait le point dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. On en parle juste après. Un fort taux de participation, c'est l'enjeu de l'élection des sénateurs prévue le 24 mars 2018 en Côte d'Ivoire. Dans le district d'Abidjan, une seule liste est en lice pour les deux postes de sénateurs à pourvoir. Le maire de Koumassi, Ndoye Yapi Raymond, et la troisième adjointe au maire de Yopougon, Mme Koulibaly Ouattara Mama, représentent le RHDP, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix. Ils comptent défendre les intérêts des collectivités décentralisées au Sénat. Je vais pour être l'élu local, le sachant, et pour faire en sorte que nous puissions véritablement, au même rythme que les autres pays, faire progresser la décentralisation. Vous savez que depuis que la Côte d'Ivoire, en 1980, a décidé de communaliser les chefs-lieux et les localités, nous en sommes à 197 par rapport à des pays comme la Guinée qui en compte 350. Nous pensons qu'il y a un retard à combler et c'est pour toutes ces choses que nous voudrons être la fêtière, sinon l'institution qui fait des propositions au gouvernement. L'opposition ivoirienne a décidé de boycotter le scrutin. Elle réclame, comme préalable à sa participation, la réforme de la commission électorale indépendante chargée d'organiser les élections. On enregistre 24 listes de candidats indépendants qui sont confiants quant à leurs chances de succès, bien que le corps électoral soit constitué en majorité par les conseillers municipaux et régionaux membres du RHDP. Notre priorité, c'est vous, régions de IFOU, c'est-à-dire que nous serons avec vous, nous devrons être avec vous, afin qu'ensemble nous trouvons des solutions à nos préoccupations. Et n'oubliez pas aussi, nous avons un symbole, la termitière. La termitière aujourd'hui, c'est pourquoi la termitière? C'est de rassembler les villes de Mbayakro, de Ouélé, de Plicro, de Etlokro, de Daokro, pour qu'ensemble nous puissions construire cette termitière. L'élection des sénateurs est prévue le 24 mars 2018. Le Sénat est la seconde chambre du Parlement instituée par la Constitution de la Troisième République. Le chef de l'État nomme un tiers des sénateurs et les deux tiers, soit 66 sénateurs, sont élus au scrutin universel indirect par les conseillers municipaux et régionaux ainsi que les députés. Alors, Monsieur Fofana, on l'a entendu dans le reportage, l'opposition ivoirienne boycotte ces élections sénatoriales qui sont prévues pour ce 24 mars en Côte d'Ivoire. Il réclame une réforme de la commission électorale. Est-ce que cette requête doit être une condition pour participer à des élections? À mon sens, je ne pense pas que ça doit être un alibi pour aller, disons une injonction pour aller aux élections, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a des élections qui se sont passées derrière. Il n'y a pas eu de réforme, c'est le même organe de gestion électorale qui est encore là. Et je pense que les oppositions en Afrique font une erreur de boycotter souvent les élections, parce que ça ne participe à aucune, disons, à aucune stratégie
lorsque vous êtes dans le système, vous êtes dans la compétition, ça vous permet de donner notamment vos avis, de participer à la discussion politique. Mais lorsque vous êtes out, ça veut dire que vous ne participez, vous ne pouvez pas contredire et vous ne pouvez pas faire de proposition. Vous laissez le champ libre au pouvoir qui va décider tout seul. Et toutes les fois que les partis de l'opposition ont boycotté les élections, ils ont regretté parce que le pouvoir en fait ce qu'il veut, surtout pour une élection aussi importante que les élections. En fait, ce que j'aimerais dire, moi, c'est qu'il faudrait, excusez-moi, de vous couper la parole. En fait, c'est vrai que le boycott pour le boycott n'est pas très intéressant, mais ce qu'il faudrait retenir, c'est que être partisan du coubertinage politique, à mon avis, ce n'est pas une bonne idée, hein, parce qu'on se rappelle de ce que disait le baron de Coubertin, l'essentiel n'est pas de gagner, mais de participer. Je pense qu'il y a de plus en plus, il faut faire très attention, parce qu'avant de participer à une élection, il faut au préalable, en amont, être sûr des conditions de sincérité du scrutin. Voilà, parce que quand on veut faire jouer le jeu démocratique, il faut d'abord au préalable être certain de ça. Et donc il faut contribuer, il faut générer un rapport de force pour inciter ceux qui détiennent les leviers du pouvoir de travailler ou de combiner avec l'opposition, la société civile, pour mettre en place précisément la Commission électorale nationale d'organisation d'élections, dont le but précisément est de créer les conditions d'un scrutin sincère. Or, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui on nous parle des élections sénatoriales, parce qu'il faut se rappeler que les élections sénatoriales, ce sont les élus municipaux qui votent. Ce sont les délégués, les conseillers régionaux, les conseillers municipaux. Et la plupart des élections qui se sont déroulées en Côte d'Ivoire, c'est le rassemblement des oufouettistes qui ont participé à ces élections. Donc au municipal, autant que je me souviens, il y a eu une fraction du FPI conduit par Afin Guesson, qui à l'époque avait participé, je crois, sous réserve, aux élections municipales. Et donc aujourd'hui... Et législatives. Et législatives, voilà. Donc aujourd'hui, cette faction, parce qu'il faut dire qu'il y a une division au sein du FPI, il y a une faction fidèle à la ligne de Gbagbo qui ne reconnaît pas cette démarche-là. Et je pense que dans un jeu démocratique, tout se joue, dès lors que ça ne se passe pas dans la rue, je vais dire prendre les armes, l'insurrection, on a le droit d'émettre son opinion, d'être en contradiction, de générer le rapport de force dans le respect des jeux institutionnels pour faire en sorte que la voix du citoyen soit entendue. Donc je pense que ce n'est pas toujours une bonne idée de participer pour participer, sachant qu'on va perdre. Ça fait du coubertinage politique. Et je ne suis pas partisan du coubertinage. Alfred. Ah non, mais Fofana voulait dire quelque chose. Oui, non, je veux dire on a remarqué ces derniers temps que chaque fois que l'opposition sait qu'elle va perdre une élection, elle utilise cet alibi. Les élections ne sont pas parfaites. Ah, pour vous, l'opposition ivoirienne utilise un faux prétexte. Ah non, mais regardez aujourd'hui, depuis que Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, ce rassemblement, ce bloc politique qu'il a mis en place, a quand même le monopole de l'espace politique en Côte d'Ivoire. L'opposition, elle estime que cette commission électorale est aujourd'hui caduque parce qu'elle n'est pas représentative selon l'opposition. Oui, mais je prends un exemple chez nous. Toutes les fois que l'on a demandé en Guinée, il y a aujourd'hui une sorte de chienlit chez nous, une sorte de blocage institutionnel qui fait que toutes les fois que l'opposition, en fait, on a un système électoral qui fait que l'organe de gestion électorale est composé de politiques et non de professionnels en système électoral, qui fait que chaque fois qu'un commissaire de la CENI demande son indépendance, les partis politiques crient au loup. Et donc, ça fait que les réformes qu'on demande souvent au sein des organes de gestion électorale, ce ne sont pas en réalité des réformes en tant que telles. Toutes les fois que le jeu politique est bloqué, on sent que ses intérêts ne sont plus, à même de marcher. On crie au loup, on dit que... Ce qui est extraordinaire, c'est que, Monsieur Fofana, vous venez de nous expliquer que les CENI en Afrique ne sont pas sérieuses, puisque vous venez de dire que chaque fois qu'il y a un commissaire qui veut être libre véritablement, il s'est posé un problème. Mais ça, c'est le fait de ces politiciens. C'est-à-dire que ce que vous dites ne fait que corroborer la circonstance selon laquelle il faut qu'il y ait un dialogue franc. Il faut que les hommes politiques africains apprennent à jouer franc jeu. C'est-à-dire qu'il faut créer les mécanismes susceptibles de permettre aux personnes qui composent la CENI d'être des personnes apolitiques, à mon avis. Voilà, parce qu'à partir du moment où chaque parti envoie ses délégués dans cette institution-là, il se joue, c'est-à-dire que l'influence ou le rapport de force politique continue même à jouer au sein
d'une institution qui est censée arbitrer de façon indépendante des élections. Je trouve que c'est contradictoire et incohérent. D'autant que pour le cas de la Commission nationale électorale indépendante de la Côte d'Ivoire, effectivement, il y a 4 membres, c'est 17 membres. 4 reviennent au gouvernement, à présidence, 4 au RHDP et le reste justement à l'opposition. Et la société civile. Et la société civile. Ce qui fait qu'il y a une sorte de déséquilibre un tout petit peu et qui fait que pour les partis d'opposition aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils ne se sentent pas véritablement représentés et donc la clarté du jeu que vous évoquez n'est pas assurée pour eux. Et donc je crois aussi que c'est une question de principe. En tout cas pour ce qui est de l'élection sénatoriale, ils savent très bien que c'est cuit depuis longtemps, donc ça ne les intéresse que moyennement. Mais c'est surtout la Commission nationale électorale indépendante qui pose problème parce que les partis d'opposition aujourd'hui, avec Affi N'Guessan à leur tête, veulent justement, enfin, ils sont dans la perspective de 2020. Et ils voudraient déjà prendre date pour que cette commission-là soit réformée. C'est intelligent exactement. comme posture. Et donc, par ailleurs, donc, le Sénat, je ne sais plus qui faisait la remarque ici, ça ne sert à rien au fond, véritablement. Nulle part au monde, peut-être sauf aux États-Unis, mais enfin, mais bon, on a vu le rôle véritable du Sénat dans le jeu politique. C'est une chambre où alors tous les racis, les fatigués de la politique et autres sont casés, surtout en Afrique. Hein, et à qui on donne des postes comme ça, bon, taisez-vous, et puis dormez tranquille, et puis le gouvernement fait ce qu'il a à faire. Non, je pense effectivement, c'est budgétivore déjà. On a vu toutes les mutineries qu'il y a eu en Côte d'Ivoire en début d'année. Et créer une telle institution. Alors certains vous diront c'est depuis 1995 que c'était décidé de créer un Sénat. Enfin, qu'à cela ne tienne, la Côte d'Ivoire s'est bien portée sans ce Sénat depuis toutes ces années-là. Donc là, je pense effectivement que Alassane Dramane Ouattara ne joue pas franc jeu, hein, pour reprendre ce que disait Brice tout à l'heure. Il n'y a pas vraiment véritablement les conditions de transparence, parce qu'au fond, enfin, lorsque vous aurez créé ce Sénat, le Sénat va faire quoi par rapport au Parlement Alors, ce qui est encore intéressant dans tout ça, c'est que le Sénat, même au cas où il y aurait une deuxième lecture et qu'il y a des amendements qui sont apportés, le Parlement a toujours, l'Assemblée nationale a toujours la possibilité d'aller outre ce que les sénateurs vont proposer. Alors, sur le plan d'efficacité, de côté pragmatisme, je ne vois pas, comme le disait Alfred tout à l'heure, de valeur ajoutée. Il n'y a pas de valeur ajoutée. On peut, quelque part, espérer on espère un jeu démocratique en disant qu'il y aura une deuxième lecture. Il y a des gens censés être plus raisonnables, qui pourraient peut-être veiller à ce que les textes soient plus équilibrés. Mais nous savons tous comment ça se passe dans les Sénats africains. Ce n'est pas pour être afro-pessimiste. Allez-y très rapidement, monsieur Fofana. Je veux dire que sur l'utilité politique ou même sur le dividende politique d'une institution comme le Sénat, c'est vrai que là-dessus, je suis d'accord que c'est, pour moi, j'ai l'impression même que c'est en fait une sorte d'alibi que l'on cherche pour amener certains politiciens. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une sorte de pléthore au sein des formations politiques, notamment au niveau on va les caser là-dedans. Notamment au niveau du RHDP, il faut envoyer ces politiques, ces fonctionnaires, je vais dire entre guillemets comme ça, il faut leur trouver du boulot, il faut leur assurer une espèce de casse-croûte, mais en réalité, est-ce qu'en fait on a besoin de cela aujourd'hui? Je ne pense pas. J'ai l'impression, voilà, comme tout le monde, que c'est un peu une sorte de diversion que Alassane est en train de créer pour trouver du boulot pour ces politiciens, mais après, encore une fois, je le dis, je pense pour ma part que les oppositions en Afrique font une grave erreur de ne pas participer. En pratiquant la politique de la chaise vide. Absolument, ça ne participe en rien. Je vous donne un exemple. En Guinée, Alpha Condé, qui est aujourd'hui au pouvoir, pendant longtemps, il a boycotté les élections. Ça fait que sous Lansana Conté. Il est au pouvoir maintenant. Moi, je veux dire, sous Lansana Conté, il a boycotté les élections, soi-disant que le système n'était pas, il pas ouvert, les conditions n'étaient pas vraiment les conditions idoines. Mais après, c'est qu'il a constaté qu'il était hors du jeu. Toutes les fois, ce qui se passait, c'est que Lansana Conté fabriquait un candidat de l'opposition
propositions. Mais en fait, c'est ce que j'ai dit au départ, le boycott pour le boycott n'est pas intelligent, pour ma part. Je pense qu'il faut boycotter dans le cadre d'une stratégie. On boycotte et puis on met en place une campagne de communication dirigée à l'opinion nationale et internationale et on crée le rapport de force pour plier le régime, pour prendre en compte les doléances susceptibles de faire en sorte que le scrutin soit géré, soit préparé, géré et administré de façon, je dirais, équitable, de façon partagée. Alors, pour l'instant, le boycott de l'opposition ivoirienne ne semble pas véritablement inquiéter. Oui, mais c'est là où tout le problème se pose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, et c'est là où cabinet Fofana n'a pas tort, voilà, c'est-à-dire qu'il faut boycotter dans le cadre d'une stratégie. Alors, boycotter, quand on boycotte pour boycotter, on se bloque l'horizon. On dit gouverner, c'est prévoir. Et la politique, c'est une question de stratégie. C'est-à-dire que quand on boycotte, c'est qu'on a une stratégie par laquelle on va susciter le rapport de force pour imposer à l'autre la nécessité je dirais, de combiner le jeu politique dans le cadre d'une institution qui va donc gérer la transparence. Si on n'a pas cette capacité-là, on boycotte pour boycotter. Et ma foi, bon, on fait du couvertinage à l'envers. Là, franchement, Brice et puis Fofana, non, moi je conçois très bien la stratégie de l'opposition ivoirienne. Enfin, elle est divisée. Hein. On sait très bien qu'il y a, si on prend l'ensemble de cette opposition, la force d'opposition, le FPI est divisé en deux. Et que donc là aussi, il y a ce jeu de rapport de force entre les deux groupes. Et donc pour eux, vraiment, c'était plié, mais c'est surtout cette question de la Commission nationale électorale. Mais en parlant justement de boycott, l'année dernière, enfin il y a 2 ans, lorsqu'il y a eu les élections législatives, c'est ce que j'avais fait observer justement, disant que l'opposition aurait tort de ne pas participer. Afin Guessan avait compris, il a placé ses candidats, il a obtenu quelques postes, mais Abdourahmane Sangaré, lui, s'est bloqué complètement en disant « Ok ». Et donc, malheureusement, ça fait qu'avec quelques députés, la voix de l'opposition ne s'entend pas. Et là encore, avec ce machin qui va être créé bientôt, le 24 prochain, l'opposition ne sera pas audible. Alors, mais il faut trouver d'autres stratégies, et je pense que c'est ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui pour arriver, parce qu'au fond, tant que le FPI aura, alors on parlait des dédoublements, des partis politiques en RD Congo, là, historique, exactement, historique, canal actualisé. Absolument. Et là, vous voyez, avec 2 FPI, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route, ça facilite les affaires d'Alassane Draman Ouattara et du RHDP. Oui, on va se retrouver du coup avec un Sénat essentiellement monocolore. Voilà, constitué de personnalités issues du RHDP principalement et du RDR et du PDCD. RDA, pardon. Merci Alfred pour toutes ces précisions. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.